Bonjour Charles, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Alors, je te D'ailleurs, propose, ravi qu'on se connaît, donc je suis content de te retrouver de l'autre côté de la planète. voilà, donc tu es un peu loin, j'espère qu'on n'aura pas de soucis de connexion. Ce que j'aimerais, c'est que tu présentes pour démarrer ton parcours et je me demande si tu n'es pas un des tout premiers du secteur des noms de domaine, donc c'est un parcours assez rare et assez intéressant. Pareil pour SafeBrands, que moi je connais comme Mail Club, qui est aussi une boîte historique du secteur, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc si on peut commencer par une petite présentation, s'il te plaît. Bah, avec plaisir, David. Bon, effectivement, comme tu le dis, Severance au début s'appelait Mail Club. Et c'était à l'origine un modèle économique qui n'a pas du tout marché, dans lequel j'avais déposé à peu près 200 noms de domaine génériques en 1997, qui étaient des noms de domaine francophones, c'était graphisme.com, cheval.com, etc. Et puis on était parti sur un service qui s'appelait iName à l'époque, et dont l'idée était de recréer des adresses de courriel en redirection, sur le principe de la redirection. J'étais parti du principe du transfert d'appels téléphoniques en disant qu'à l'époque, on allait de temps en temps dans notre vie changer de fournisseur d'accès et que l'idée d'avoir un nom de domaine qui à la fois soit identifiant et permanent et une adresse courriel qui soit identifiante et permanente était une bonne idée. Donc c'était toto@cheval.com qui redirigeait vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 .5, 6, 7, 8, 9 @compuserve.com à l'époque, puisqu'il y avait des adresses assez farfelues. Et puis ça n'a pas du tout marché. Il faut voir qu'on avait, je crois à l'époque, 30 000 abonnés en France à Internet. Essentiellement chez Wanadoo, Imaginette, etc., Infony, des gens qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et on vendait ce service 100 francs hors taxe par an. Et il fallait essayer de convaincre quelqu'un qui n'était pas du tout convaincu qu'Internet allait marcher et que c'était pas une invention qui a été vouée à l'échec. Ils se demandaient déjà, les gens, pourquoi est-ce qu'il fallait une adresse mail. Donc, leur dire qu'il fallait payer en plus pour une deuxième adresse mail parce qu'un jour, ils pourraient changer de fournisseur, c'était un peu compliqué. Donc, le temps qu'on devait passer à vendre une prestation à 100 francs était absolument pas rentable. Au bout d'un an, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir spécialiste du nom de domaine, puisque on était dans le mail et dans le nom de domaine. Et du coup, on a obliqué vers le nom de domaine. Et puis voilà, on a commencé à être un bureau d'enregistrement, se spécialisant sur les extensions pays, en prenant beaucoup d'accréditations sur les extensions pays. Et puis à travers ça, on est devenu spécialiste du marché corporate assez rapidement, puisque c'était finalement les entreprises qui voulaient des extensions différentes du .com et du .fr. Et on avait cette spécificité-là. Puis progressivement, au fil des années, on a élargi notre gamme de services pour remplir l'intégralité du spectre de ce dont on fait les entreprises, en rajoutant des services de surveillance, en rajoutant des services de sécurisation de DNS, en rajoutant un département juridique depuis plusieurs années qui s'occupe de récupérer des noms de domaine, de faire fermer des noms de domaine frauduleux, d'exploiter en fait tous les résultats des surveillances qu'on produit pour nos clients. Et donc maintenant, on est une société véritablement avec un spectre à 360 degrés autour des noms de domaine. C'est-à-dire, on part de la stratégie des noms de domaine, stratégie aussi de création de on a mené à bien des projets comme le Point Total, le Point SFR, etc. Pour ces clients-là. Et puis ensuite, il y a évidemment la gestion, l'enregistrement et le renouvellement des parcs de noms de domaine. On est une des rares entreprises mondiales à être capable absolument dans tous les pays, 20% à travers des invitations directes. On est registrar accrédité là où ce statut existe. Il y a des pays dans lesquels ça n'existe tout simplement pas. Et puis ensuite, il y a toute la partie surveillance. Et là, ça fait 5-6 ans qu'on a développé nos propres infrastructures. On vient de lancer une plateforme en marque blanche pour notamment les cabinets d'avocats, les cabinets de cybersécurité, pour qu'ils puissent proposer ça sous leur couleur à leurs clients. Donc toute une plateforme de surveillance Internet et notamment autour des noms de domaine. Et puis après, il y a la partie juridique. Donc on part du début de la stratégie et on va jusqu'à la fin de la stratégie avec la sécurisation et la partie récupération des noms de domaine. Donc voilà, et nos clients sont des clients aujourd'hui partout dans le monde, des entreprises essentiellement, et à 70 ou 80% aujourd'hui, c'est la fonction juridique qui gère les noms de domaine, le reste étant la fonction IT et avec un petit peu de marketing. D'accord, donc dans les entreprises françaises, c'est plutôt juridique. Est-ce que, puisque toi tu es basé, je crois, au Canada,
Oui. à Montréal. Est-ce que c'est pareil en Amérique du Nord où le juridique est peut-être moins important pour les Alors, anglo-saxons? ouais, c'est une bonne question. En fait, en Europe, on va dire, au sens large, avec des marchés d'exportation et des portefeuilles qui, euh, qui le nom de domaine est considéré comme un élément bras. Aux États-Unis et au Canada, c'est un petit peu différent puisque là, on est dans une configuration avec des entreprises qui viennent vraiment du point .com, pour qui le point .com, c'est l'extension essentielle. Et donc, il y a une attention qui est peut-être moindre à cette dimension globale et mondiale. Et historiquement, le gestionnaire de nom de domaine typique dans une société aux États-Unis et au Canada, il est dans le département IT. Alors, il y a des très grosses entreprises qui ont tout comme en Europe, les plus grosses entreprises ont confié progressivement, parce que les enjeux sont les mêmes que les entreprises européennes, ont confié progressivement leur nom de domaine à des départements juridiques, voire à des domaines name managers. Mais sinon, à taille identique, on a plus de sociétés en Europe qui ont confié ça déjà au département juridique, donc au département IT par rapport aux États-Unis. C'est certain. D'accord. Est-ce que les juristes vont bien percevoir les enjeux? J'avais écouté une intervention vraiment intéressante dans laquelle tu parlais des problèmes de sécurité, mais plutôt de cybersécurité. Est-ce que c'est des enjeux qui sont aujourd'hui importants pour les Français, les Américains? Est-ce que c'est un... J'imagine qu'il y a des nouvelles pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que vous faites? Ouais, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années, ne serait-ce qu'un fichier de zone était quelque chose de très abscon pour un juriste. Aujourd'hui, ça a pas mal changé parce que les atteintes techniques, les attaques techniques sur les noms de domaine sont de plus en plus importantes. La partie sécurisation des DNS est de plus en plus importante et on voit de plus en plus de RSSI dans les entreprises qui mettent leur nez, chose qu'ils ne faisaient pas il y a plusieurs années, il faut bien le dire. Il y a plusieurs années, globalement, c'était un directeur des marques d'une société ou un directeur juridique qui choisissait son prestataire sans particulièrement faire attention à la dimension IT et la dimension sécurité. Et dans les appels d'offres, on a énormément vu évoluer sur ces 5 dernières années les questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions sont des questions aussi sur la dimension sécuritaire. Et c'est quelque chose ça ne veut pas dire que la gestion a été confiée à la sécurité informatique, au RSSI. Ça veut dire que simplement les personnes qui sont avec, et en tout cas en toute partie sécurité, de plus en plus à leur mode de gestion. Quand on pitch aujourd'hui devant un directeur juridique, devant un directeur informatique, devant un directeur marketing souvent. Donc, en tout cas, les trois fonctions sont directeur ou directrice, mais les trois fonctions sont en général représentées, alors qu'il y a quelques années, c'était un petit peu plus léger. Donc là, les juristes se sont mis au diapason. On a fait énormément de formations pour leur expliquer comment fonctionnait, ne serait-ce la propagation de DNS, par exemple, l'importance des TTL, des choses comme ça. Enfin, toutes ces choses-là qui sont amenées à gérer au jour le jour dans le cas de transfert, dans le cas d'évolution technique. Voilà, ils sont obligés, en tout cas, même si c'est pas eux qui le font, ils sont obligés d'être aujourd'hui des interlocuteurs crédibles et formés lorsqu'ils vont aborder ces problématiques-là en interne avec leurs collègues de l'informatique et de la sécurité. Est-ce qu'on peut imaginer que ça ne soit pas un métier à part entière, c'est-à-dire qu'on n'est plus ni des juristes ou des informaticiens, mais vraiment des spécialistes des noms de domaine qui maîtrisent juste les aspects dont on a besoin, peut-être aussi en marketing parce que ça compte. Tu parlais de récupération, enfin vraiment connaître le métier. Et je crois que ça s'appelle domaine name manager. On voit des annonces des fois, non? Ça Ouais, se dit ouais. un peu. On n'en voit pas beaucoup, mais ça fait, nous, des années qu'on se bat pour que les entreprises prennent conscience de l'importance de cette transversalité de ce qu'est un nom de domaine. Il faut voir qu'un nom de domaine, c'est les risques associés et les éléments sont à la fois administratifs, il faut les renouveler, et ça, il ne faut pas oublier de les renouveler. Donc, ça veut dire des bonnes pratiques associées à la dimension administrative. C'est un élément juridique, évidemment, c'est la protection de la marque. Quand les juristes ont la gestion du portefeuille de nom de domaine, la marque est en général extrêmement bien protégée.
C'est-à-dire que toutes les extensions sont protégées en fonction des pays d'activité, voire des pays anticipés pour l'activité, etc. Donc, mais il y a quand même des bonnes pratiques à mettre en place, et la surveillance, etc. Quand c'est l'IT qui les gère directement, bah, il y a moins de surveillance sur la partie marque, mais la partie sécurité est peut-être plus renforcée. Donc, il y a après, c'est un volet après l'administratif et le juridique, c'est un volet marketing, puisque quand vous avez 1000, 2000 noms de domaine dans un portefeuille, ou même 200, et qu'ils ne sont pas utilisés, et qu'il n'y a pas de vraie politique de redirection d'une extension pays vers une partie d'un site qui correspond à ce pays, etc., bah, c'est dommage, c'est de l'argent qui est simplement là à titre défensif, mais ça pourrait être beaucoup plus offensif et beaucoup plus proactif et efficace. Et puis après, la dernière chose, c'est la dimension technique dont on a parlé il y a un instant, qui est la partie sécurité et sécurisation de tous les enjeux, notamment les enjeux DNS, avec du DNSSEC, avec les registrilocs, avec un certain nombre de choses qui sont des fonctions qui permettent de sécuriser le portefeuille. Donc, tout ça mis ensemble, dans des sociétés qui ont des portefeuilles de plusieurs milliers de noms de domaine, oui, ça a un vrai sens d'avoir une personne qui soit une personne transversale. Sinon, bah, ça reste le parent pauvre, et le parent pauvre dans un produit qui… j'ai coutume de dire que c'est un produit qui est assez unique, parce que c'est un des rares produits qui est autant de différence entre la valeur d'achat et la valeur d'usage. Amazon.com, ça leur coûte probablement $50 ou $30 ou je ne sais pas combien de dollars par an de renouveler Amazon.com. La valeur réelle d'Amazon.com, c'est des milliards. Amazon.com s'arrête de fonctionner demain parce qu'ils ont oublié de renouveler le nom de domaine. Ça n'arrivera pas, mais il y a plein de parachutes. On a vu cette Mais semaine pour X raisons. Google qui a oublié de renouveler blogspot.in. Je ne sais pas si tu as vu l'impact J'ai vu ça, incroyable. ouais. Pas qui s'en Tout occupe. à fait. Donc, Incroyable. exactement. Et là, il y a une vraie problématique. Il y a des années, il y avait, je crois que c'était Watt.tv qui avait cessé de fonctionner, voilà, parce que le domaine n'avait pas été renouvelé. Enfin, il y a des facile de perdre un nom de domaine. C'est facile et c'est tellement difficile de le récupérer, parce que, comme tu le sais mieux que quiconque, on est dans un monde dans lequel il va y avoir des robots qui vont systématiquement passer derrière pour récupérer des noms de domaine, et puis que bah, c'est pas simplement j'ai oublié de renouveler mon nom de domaine, ah bah zut, je vois qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, je retourne sur mon interface de registrar et je vais le renouveler. Non, c'est trop tard. Le nom de domaine a déjà été snappé, il a été pris, et puis par des gens qui vont peut-être vouloir me le revendre 5 10 000 dollars dans les 24 heures, mais le drame est déjà fait. Donc oui, on a vu des situations terribles. Donc c'est vrai que le côté de domaine manager est très intéressant. Maintenant, il faut que ça vaille le coup. C'est-à-dire que si c'est pour un 30 noms de domaine, c'est pas la peine. Si c'est pour des sociétés extrêmement avec des enjeux extrêmement sensibles, notamment la problématique du suivi de phishing, etc. Oui, c'est nécessaire, et c'est du reste déjà en place. C'est quelque chose qui vient plutôt des pays anglo-saxons. Les premiers noms de domaine manager que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je crois que c'était il y a 15 ans, et c'était le domaine manager de Royal Bank of Scotland en Écosse. Et il expliquait, je ne l'ai pas rencontré, mais j'avais vu une conférence, je vais assister à une conférence dans laquelle il expliquait son métier. Et je pense que les banques aujourd'hui ont toutes plus ou moins des domaine managers et des équipes pour faire ça. Après, on les appelle domaine manager ou pas, quand vous avez 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 noms de domaine, voire plus, il y a des sociétés qui ont 40, 50 000 noms de domaine, ça prend une équipe, et vraiment une équipe de gens qui ne font que ça. Parce qu'il faut gérer, comme je disais tout à l'heure, l'intégralité des enjeux. C'est-à-dire que le site web qui change de physionomie, le marketing prévient le domaine manager pour que les redirections des extensions pays soient modifiées. Surtout aussi avec oui, c'est un poste important. les NTLD, je pense que nous, ça nous intéresse, mais pour le grand public ou même pour les responsables d'entreprise, ils ont des questions incroyables, parce qu'avec plus de 1000 nouvelles extensions, ça pose beaucoup de questions. J'imagine qu'on a besoin de spécialistes. Toi, tu penses quoi de ces NTLD? En tout cas, est-ce que tu recommandes aux entreprises d'enregistrer leur marque dans les principales? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce changement incroyable? Qu'est-ce que conseille Severance? Alors, moi, j'avais écrit en 2008 dans notre blog de Mail Club à l'époque, un article qui m'avait valu la critique de mes alter ego de la profession, parce que je crachais dans la soupe, qui était que globalement, qu'est-ce que c'était que ce truc qui allait créer des besoins alors que personne n'avait rien demandé. Je parle des NTLD.
Globalement, c'était dans mon esprit, et pourtant j'étais partie prenante puisque j'étais déjà dans l'industrie des noms de domaine évidemment, et on allait en vendre, mais il y avait un côté assez farfelu à dire je vais créer quelque chose qui n'existe pas, et après je vais aller voir les entreprises en disant attention, et j'avoue que ça me rendait assez mal à l'aise. Attention, vous allez devoir vous protéger sur le point flower alors que vous faites des tuyaux en laiton, parce que sinon on va vous piquer le point flower. Mais en fait, personne n'a demandé qu'il y ait un point flower, etc. Bon, vaste débat. Tout ça pour dire que euh, je pense que tout ça est parti sur des business models qui étaient complètement absurdes. Je pense que j'ai jamais vu un business plan des entreprises qui ont créé les NTLD, mais clairement, ceux qui vont gagner, ceux qui gagnent, c'est les gens qui ont réussi à agréger des frais fixes sur un nombre important de NTLD. Parce que globalement, ceux qui vendaient l'idée qu'il allait y avoir un point, je ne sais pas quoi, qui allait se vendre à des millions d'exemplaires, des millions de fois, parce que ça allait être le point quelque chose de demain, non, ça ne marche pas. Et c'était, c'est pas comme ça qu'il fallait vendre le truc. C'est très utile, ces extensions. Elles sont utiles à deux niveaux. D'une part, par rapport à des gammes, et là je reviens à ta question sur qu'est-ce qu'on conseille, par rapport à des gammes de produits et par rapport à des métiers, c'est-à-dire que c'est très bien quand on a une société multimarque, par exemple, dans le domaine de la confection, qu'on fait du parfum, des chaussures, des habits, etc., pourquoi ne pas avoir son point shoes? Ça, c'est intéressant. Donc, nous, notre conseil, c'est de se concentrer sur le fait d'enregistrer ces extensions, mais uniquement dans les secteurs dans lesquels l'entreprise agit réellement, parce que là, ça doit être c'est pas à titre défensif, là, c'est vraiment un outil marketing. Pour moi, les CCTLD, les extensions pays, c'est un ciblage géographique. Le .com, etc., c'est un ciblage, j'allais dire, corporatif et général. Et puis, les nouvelles extensions, c'est un ciblage marketing. C'est-à-dire que c'est très utile, non pas forcément dans la protection de la marque, mais c'est utile pour faire des sites spécifiques ou des renvois vers des sites spécifiques. Si j'ai, je sais pas, Balenciaga.shoes, bah, c'est pas mal de communiquer là-dessus pour envoyer vers la gamme de choses Balenciaga. Mais faut-il encore que les entre les gens qui on en revient à cette idée de domaine manager, mais si c'est uniquement, entre guillemets, uniquement la partie IP qui gère le portefeuille, ben, ils vont peut-être déposer le point chose et puis peut-être qu'ils ne vont pas forcément parler à leur marketing et qu'il n'y aura pas d'appropriation par le marketing de cette extension. Le point sale, le point Black Friday, il y a plein de choses. Le point jobs. Le point jobs n'est pas une nouvelle extension. Ce n'est pas un NTLD, c'est un legacy. C'est un des vieux génériques qui existait. Il est né avant cette phase 2008 de l'ouverture des nouvelles extensions. J'ai toujours trouvé ça dommage que les entreprises ne soient pas appropriées le point jobs pour en faire, au lieu d'avoir un axa.fr/HR/recrutement/ je sais pas quoi, je sais pas quoi, d'avoir un axa.jobs et qu'ils communiquent sur le fait que toutes les offres d'emploi, les offres de stage, etc., toute la partie RH de AXA soit sur un point jobs, par exemple. Voilà, ça n'a pas marché à l'époque parce qu'il n'y a pas eu d'appropriation par le marketing de ce genre de choses. Donc aujourd'hui, à quoi servent les nouvelles extensions? Elles vont servir à du ciblage marketing pour les grosses entreprises et elles vont servir paradoxalement de l'autre côté du spectre à des petites boîtes qui vont, par exemple, un plombier qui s'appelle Duchemol et puis Duchemol.com qui est Duchemol.paris parce qu'il est à Paris, ou voilà, des consultants qui vont peut-être prendre des extensions un peu particulières pour leur activité parce que le .com est pris. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il n'y a plus de .com en 2 lettres, ni en 3 lettres, ni en 4 lettres, ni en 5 lettres. Tu es plus calé que moi, David, pour ça. Je ne sais pas si en 6 lettres, il en reste encore beaucoup. Mais globalement, tout est pris et les nouvelles extensions sont pour les petites entreprises un moyen de s'approprier un espace sur Internet avec une extension qui leur ressemble en termes de métier. Et on en revient à l'identification de l'activité et un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la genèse de Mail Club à l'époque, qui était d'identifier par le nom de domaine. Et donc, quand le .com ou le .fr sont plus disponibles, pourquoi pas prendre d'autres choses qui correspondent à votre activité. Donc voilà. Donc, le conseil, pour revenir à ça, c'est protéger et exploiter, et surtout exploiter, mais ça, c'est au sens large, c'est exploiter son portefeuille de noms de domaine. Ça ne sert à rien d'accumuler des milliers de noms de domaine si on n'en fait rien. Je reviendrai dans un instant sur un autre aspect qui est l'aspect valorisation aussi du portefeuille qu'on oublie souvent. Mais c'est important d'utiliser les nouvelles extensions. C'est un vrai ciblage marketing, c'est important. Et puis,
aussi de surveiller. Étant donné qu'on a effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, à peu près 1000 nouvelles extensions sur le marché, on ne va pas déposer les 1000. En revanche, c'est important de surveiller l'utilisation qui est faite des marques. Et nous, depuis 4-5 ans, on est à 50% de croissance annuelle sur le volume et de surveillance de nom de domaine qu'on vend, parce que simplement, oui, je ne peux pas tout déposer, mais avec quelques centaines d'euros par an, je peux être alerté dès que quelqu'un dépose un nom de domaine qui contient ma marque. Donc, c'est une alternative aux dépôts multiples qui n'ont clairement aucun sens. Et alors, dernier point, ouais, sur la partie valorisation, une chose qu'on oublie souvent, c'est de valoriser son portefeuille de nom de domaine. Quand vous dépensez 20 000, 30 000, voire plus, 50 000, 100 000, 200 000 euros par an de domaine, il y a des noms de domaine qui ont de la. Il faut les valoriser, il faut les valoriser en actifs avec Stéphanie Maury, qui est une avocate qui est spécialiste, qui a une double casquette. C'est très intéressant parce qu'elle est à la fois avocate en droit de la propriété industrielle et avocate et fiscaliste. Donc on a fait deux conférences là-dessus sur justement la partie valorisation d'un portefeuille pour que ça sorte des charges et que ça devienne un vrai actif de la société. C'est très intéressant. Est-ce que quand tu donnais l'exemple de AXA, donc le AXA.job, c'est une possibilité. On a vu qu'AXA, ils ont choisi de faire plutôt jobs.axa. Est-ce que vous accompagnez les entreprises pour, pour les corps TLD, donc pour leur marque, ou c'est pour le prochain round? Non, tout à fait. Quand je t'ai parlé d'AXA, en fait, je me suis dit, au moment où je te l'ai dit, je me suis dit, mais je suis complètement débile. En fait, l'exemple d'AXA est un mauvais exemple parce qu'ils ont fait AXA et ils peuvent faire l'inverse. Ça, c'est clair. Mais prenons une autre entreprise, prenons SafeBrands.jobs. Voilà, SafeBrands.jobs, on l'utilise pour nos offres d'emploi. Pour revenir à ta question, oui, on accompagne les entreprises. On a fait une demi-douzaine de projets. Je t'ai parlé tout à l'heure du point SFR, du point Total, etc. Tout ça, c'est des projets qui doivent être. On a fait Aquarelle, qui était pas une énorme entreprise, mais qui a fait son point Aquarelle. C'était assez sympathique de travailler sur ce projet, justement parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment une appropriation du projet par les dirigeants. Et oui, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que on ouvre tous les champs du possible avec ces extensions. C'est-à-dire qu'on peut créer des extensions à la volée. L'entreprise, elle est vraiment, elle devient maîtresse totalement maîtresse de son espace sur Internet. Donc, ça peut être France.total, ça peut être le huile.total, oil.total. Enfin, on fait ce qu'on veut. Et avec une grande liberté, on peut sécuriser. Et là, justement, on limite les risques en ayant sa propre extension. Une banque, par exemple, peut tout à fait faire. Attendez, excusez-moi, j'ai un téléphone. Je vais débrancher ça. Voilà. Pardon, une banque comme le fait BNP Paribas peut tout à fait créer son propre univers. Alors, il y a des sociétés, c'est plus compliqué que d'autres. C'est-à-dire que ça sera plus facile de faire un point SFR qu'un point Bouygues Télécom. Parce que l'idée, c'est de simplifier aussi le nommage, en fait, simplifier le nom de domaine du début jusqu'à la fin. Mais oui, c'est extrêmement intéressant en termes de sécurité, en termes d'image, en termes de champ du possible. Et on accompagne dans le deuxième round. Alors, le deuxième round, c'est un peu la tarte à la crème. Enfin, c'est aux entreprises parce que chaque fois qu'on a un meeting de l'ICANN, on est très présent dans l'écosystème évidemment. Chaque fois qu'il y a un meeting de l'ICANN et qu'on parle il y a des groupes de travail sur les nouvelles extensions et puis tous les 6 mois on perd 6 mois et sauf que voilà ça devient une blague. Ça devait être pour 2018 puis 2019. Je me souviens les premiers articles qu'on avait écrits sur la nouvelle ronde de lancement de possibilité de créer des nouvelles extensions, que ce soit des extensions d'entreprise ou des NTLD génériques dont tu parlais tout à l'heure. La première fois qu'on en a parlé, c'était pour un objectif 2018 et on était en 2015 ou 2016 à l'époque. On se disait, deuxième round 2018 peut-être. Et après, c'était 2019, 2020. Là, on est rendu à 2022. J'y crois pas. Je pense qu'on sera plutôt à 2023. Voilà, c'est assez désespérant. Je pense néanmoins que, alors tout dépend du prix que ça va coûter, puisque on était sur la première ronde à 150 000 $ de frais au niveau de l'ICANN, si mes souvenirs sont bons. Si on reste sur ça, ça sera évidemment des projets qui seront aux alentours de 200, 300, 400 000 $ de coûts généraux
parce qu'il y a tout le consulting, il y a la sécurité, il y a le back-end registry, il y a des choses qu'il faut rajouter aux frais de dossier de l'ICANN. Donc là, ça sera lié à certaines entreprises. Si jamais ils décident de baisser, oui, je pense qu'il y aura un vrai succès sur cette deuxième ronde parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Au début, tout le monde s'est regardé un peu en chaîne de faïence en disant qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, bon, je sais pas trop quoi en faire, etc. Quand on regarde aujourd'hui les rapports qui sortent, nous, on a fait un livre blanc sur ça qu'on a publié il y a 2-3 mois, peut-être un peu plus maintenant. Mais quand on regarde les rapports qui sortent, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent leur extension pays et qui font des très belles choses avec ça. Et pardon, extension pays, extension entreprise. Et c'est clair que c'est quelque chose qui va se développer. Maintenant, est-ce qu'on devra attendre 2023, 2024 ou 2025? Je ne sais pas. Par contre, il y a une chose dont je suis absolument persuadé, c'est que la prochaine ronde des nouvelles extensions sera très, très majoritairement des entreprises, des extensions d'entreprises. Je pense qu'on aura très peu de génériques pour deux raisons. Première raison, c'est le fait que tous les business, j'en parlais tout à l'heure, mais tous les business models et les business plans ont montré leur échec dans la majorité des cas. Je ne parle pas de Donuts qui en a 300 ou 400 et qui arrivent à agréger et à devenir profitables parce qu'ils en ont beaucoup. Mais tous ceux qui ont une seule extension, c'est extrêmement difficile. Ils ont 10, 20 000 noms de domaine, bon, je veux dire, ou même moins, donc c'est particulier. Et puis ceux qui en ont beaucoup, bah, c'est des noms de domaine qui valent rien, qui donnent quasiment. Et puis les taux de réabonnement sont catastrophiques. Donc, bon, il y a quelques modèles qui fonctionnent, mais globalement, je pense que il n'y a plus personne qui va arriver en disant regardez, on va faire un carton avec un point, je ne sais pas quoi. Puis la deuxième raison, c'est que tout a été fait. C'est-à-dire que dans les 1000 extensions, en tout cas toute la masse des extensions purement génériques, je vois plus trop quels sont les termes qui restent intéressants et à créer. Il y a peut-être un point Maps. J'ai été surpris de ne pas voir. Je crois qu'il n'y a pas eu de point Maps dans les dépôts. Ça pourrait être intéressant pour avoir, mais c'est très ciblé. Voilà. Est-ce que ça aurait un sens? Je ne sais pas. Mais après, peut-être des extensions géographiques. Mais après, il faut savoir ce qu'on entend comme par succès d'une extension ou pas. Pour une extension commerciale, c'est clairement le PNL, c'est générer du profit. Une extension géographique, ça peut être vraiment un objectif d'image. Et le but du jeu n'est pas d'en avoir beaucoup. Le point 4, par exemple, qui est pas loin de chez toi, bah, le point 4, c'est pas des dizaines de milliers de noms de domaine, mais même 4, 5, 6 000 noms de domaine suffisent à porter l'identité catalane sur Internet. Et je pense que par rapport à leur objectif, c'est tout à fait un succès. Voilà, est-ce qu'un succès, c'est d'en avoir 1 million ou c'est d'en avoir 300? Et même si les 300 ont un sens, bah, ça peut être considéré comme un succès. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Super. Ben, moi, j'aurais envie qu'on reste des heures parce que je suis passionné par tout ce que tu me dis, mais j'aurais juste une dernière question. Oui. Un des meilleurs souvenirs de mon activité pendant des années, c'est les RINDD, qui était le premier Oui. événement des noms de domaine où alors Cedo et SafeBrand avaient eu l'intelligence de faire venir tous les gens du secteur, c'est-à-dire voilà, les métiers les plus variés. Je me souviens que, par exemple, les SEO aujourd'hui s'intéressent beaucoup aux noms de domaine, mais il y a déjà 15 ans, tu avais fait venir Romain Casolari, bon, qui est sorti du site Mhm. qui s'appelait Auto, qui était la référence. Olivier Andrieux, qui est encore là et qu'on salue s'il écoute, Ah était ouais. venu. Enfin, c'était vraiment une très bonne idée, évidemment, les juristes, les SEO, les gens qui s'intéressent à la sécurité. Et donc, les RINDD, il y aura bientôt une nouvelle édition. Comment tu vois ça? J'ai aussi un très bon souvenir parce que c'était vraiment l'idée de mettre tous les gens qui s'intéressent au nom de domaine, de les mettre ensemble. Et il y avait un côté sympa de mettre à la fois les domaineurs dans une même salle, enfin les domaineurs et les gestionnaires d'entreprise dans une même salle. C'était sympa. C'était une époque où je me souviens les premières INDD, les domaineurs avaient encore cette image de, de cybersquatteurs, et puis après de cybersquatteurs défroqués les années suivantes, et puis après il y a une autre génération qui est arrivée, qui était vraiment avec des idées très claires sur la façon de valoriser un portefeuille de nom de domaine dans le cadre d'investisseurs en nom de domaine et de nouvelles phases du domaine. C'était extrêmement intéressant, il y a eu des débats extrêmement riches. Moi j'ai adoré cette expérience. Chaque année, je me dis qu'il faut qu'on les relance. Alors, c'est évidemment pas cette année qu'on va le faire. Chaque année, je me dis, bon, voilà, les gens nous le demandent. Après, c'est simplement une question de ressources, d'emploi du temps. C'est épuisant d'organiser un événement comme ça. On avait sur 2 jours, on devait gérer approximativement 350 personnes sur les 2 journées.
alors, c'est pas de gérer les personnes qui est compliqué, c'est d'organiser les conférences. C'est de trouver chaque table ronde, il y avait 5 ou 6 personnes. Tu te souviens, David, tu as participé à plusieurs de nos tables rondes. Et à chaque fois, c'était 4-5 personnes avec un monsieur loyal qui devait préparer tout, des topics et tout. Et en fait, chaque année, on avait du mal à se renouveler. Chaque année, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va dire qui est nouveau par rapport à l'année dernière? Alors, il y a eu les nouvelles extensions. Ça a été un thème. Puis, il y a eu des choses. Vrai, aujourd'hui, la façon dont, pour ceux qui, la majorité de ceux qui nous regardent n'ont jamais connu les RINDD. Donc, c'était 4 jours avec une première matinée, c'était une introduction avec de la gouvernance, avec Mathieu Veil, avec des gens des ministères, etc., qui parlaient de la gouvernance des noms de domaine. Après, il y avait une demi-journée consacrée au juridique, il y avait une demi-journée consacrée au marketing et une demi-journée consacrée à la technique et à la sécurité. C'était toujours c'était le même format et ça rejoint le format dont je parlais tout à l'heure, qui est que cette espèce de transversalité des noms de domaine qui sont, on abordait en 4 demi-journées ces 4 éléments. Et on mélangeait les gens. Participation, combien ça coûtait? Ça coûtait rien. Voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'était gratuit. C'était pour nous un moyen de fédérer une communauté, évidemment de se faire connaître commercialement, mais de fédérer une communauté et puis de parler de choses qui nous passionnent. Alors, ça nous coûtait de l'argent, ça nous a coûté pas mal d'argent à chaque fois, et surtout beaucoup de temps. Alors, on avait des partenaires, on a eu CEDO comme on a eu l'AFNIC comme partenaire, on a eu, je sais plus qui, enfin, il y a eu pas mal de. Il y a eu le NIC chinois, on est un des rares registraires au monde accrédités en Chine, tant pour les IDN, c'est-à-dire les idéogrammes, que les noms de domaine en caractère latin. Et ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on est accrédité en Chine. Il y a très peu de noms chinois qui sont accrédités en Chine. Et le NIC chinois avait envoyé 2 personnes de Pékin pour intervenir. On a eu le point EU qui nous a soutenu à un moment donné aussi. Voilà, donc c'était vraiment c'est un très bon souvenir. J'adorerais avoir le temps de pouvoir et les ressources pour mettre une personne pour relancer ça. Je pense qu'il y en a besoin. Je pense que ce serait une formidable opportunité. Simplement, chaque année, je me dis que je vais le faire. Et puis chaque année, je me dis, j'arrive pas. C'est vraiment, c'est un projet. L'événementiel, c'est un métier. Hein, je n'invente rien. Et c'est compliqué sans avoir une personne à plein temps d'arriver à trouver les bons interlocuteurs, les bonnes personnes pour intervenir, etc. Donc vous avez pris la suite quelque part avec le NDD Camp pour poursuivre cette aventure et c'était c'est chouette, c'est important qu'il y ait que ça se poursuive. Voilà, j'adorerais le refaire. J'espère qu'on le refera un jour. J'espère qu'on aura les ressources en temps et en humain pour pouvoir le refaire. En tout cas, merci. Voilà, il y a toujours une pointe de nostalgie, une pointe de tristesse de pas à chaque fois. Bon, voilà. Là, j'ai une excuse cette année, mais bon, voilà. Bon, ça a été une réussite, un très bon souvenir pour tout le monde. Et je comprends bien ton. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup plus pris de plaisir au RINDD qu'au NDD Camp. Parce que, comme tu dis, il y a toute l'organisation, le stress. Enfin, on ne profite absolument pas et les gens se rendent pas compte de la charge de travail que c'est, c'est énorme. Voilà, c'est des contraintes. Donc, et la bouffe était bonne au RINDD. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la bouffe gratuite aussi, parce que tout était gratuit de A à Z. On avait quand même le traiteur le matin, on avait quand même un super buffet à l'heure du déjeuner. Le soir, on avait un apéro, il y avait du champagne. J'allais pas dire c'est les grandes années parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais on est plutôt pas trop mauvais dans le système D sur certaines organisations. Donc, on s'était débrouillé pour ça coûte le moins possible, qu'on ait le maximum de sponsors possible pour financer notamment la partie restauration. Mais je me souviens que c'était pas mal, c'était plutôt bon. Eh ben, merci grandement pour cette intervention qui était super. Donc, avec plaisir, David. Bonne suite et au plaisir. Merci. À très bientôt, David. Merci beaucoup. Salut.